bienvenue pour notre webinaire du mercredi soir. Je suis en compagnie ce soir de Marc Daguerre de DT Expert. Bonsoir Marc. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. J'ai vu quelques noms que je connaissais, donc je les salue. Donc, Marc, on parle ce soir du RSI, Oui, l'indicateur que tout le monde utilise mais que peu maîtrisent vraiment. On va voir si c'est une légende ou si c'est une réalité. ça tombe bien parce que je ne le maîtrise pas du tout. En tout cas, tu as pas mal de choses à nous dire donc, sur le RSI. Bien sûr, comme d'habitude, avertissement sur les risques. Voilà, je vous laisse à l'écran quelques secondes. Même si ce soir, on ne va pas opérer directement sur des opérations de trading, gardez en tête bien sûr que cette présentation est uniquement à titre pédagogique et ne saurait être considérée comme un conseil de trading. Je rappelle que le replay de cette session sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube d'IG, pour ceux qui doivent partir avant la fin. IG, donc leader de l'investissement, depuis 1974, donc depuis l'année de la création, et depuis un petit peu plus de 18 ans présent ici à Paris, physiquement. Et nous sommes bien sûr cotés sur le marché londonien, sur le FTSE 100. Je rappelle qu'actuellement et toujours, vous avez l'offre sur le compte titre, puisque IG, ce n'est pas que du CFD, c'est aussi donc une offre compte titre depuis plusieurs mois maintenant, avec aujourd'hui, si vous ouvrez un compte, que vous soyez client ou pas encore client, une offre de 150 € offert en titre, donc versé directement sur le compte. Vous avez le QR code ici à l'écran. Et je vous mettrai également dans le chat le lien qui vous permet également d'accéder à l'ouverture de compte. Allez, je vous le mets tout de suite. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que dans le chat, vous allez pouvoir poser vos questions durant cette présentation avec Marc. On tâchera d'y répondre pour l'ensemble. Marc, là aussi, rapidement, donc DT Expert, fondateur Oui. et président de DT Expert, donc société qui fournit donc de l'analyse et du conseil personnalisé sur des valeurs ou sur des produits dérivés type Varan Turbo. Tu es un spécialiste aujourd'hui en France sur la partie Varan Turbo. Tu proposes également des services de recommandation chez IG. Donc, il vous suffit simplement sur la plateforme IG d'accepter ou d'aller dans les liens, enfin pas dans les liens, mais dans les préférences marketing sur la plateforme IG qui vous permettent donc d'activer la réception donc des alertes de trading. Tu en as balancé une d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, il me semble. Oui, tout à fait. Qui était sur, j'ai oublié. C'était sur JC2Co. JC2Co. À l'achat, j'imagine? Oui, là, tu sais ce qu'on fait sur des actions avec vous en cash, c'est toujours à l'achat. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai oublié certaines choses sur DT Expert? Non, on n'est pas là depuis 1974, mais moi je suis là depuis 1974, donc ça fait un partout quand même. Ok, bon. Je mets à l'écran également les contacts. Je les remettrai d'ailleurs dans la vidéo, dans le replay YouTube. Vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Donc, on peut te contacter directement par téléphone, par email et également donc voir les services que tu proposes, en dehors bien sûr de d'IG, sur dtexpert.com. Oui. Eh bien, on va pouvoir, je pense, démarrer. Avant de démarrer, petit sondage. Si vous suivez les webinaires habituellement, vous savez que j'aime bien faire un petit sondage pour démarrer. On va démarrer par celui-ci que je vous mets à l'écran. Avez-vous l'habitude d'utiliser le RSI dans votre trading? Donc allez-y, je vous laisse quelques secondes pour répondre. On n'aura peut-être pas tous le temps de répondre, mais ça nous permettra de jauger un petit peu voilà, des résultats. Un résultat intéressant. Ah bah tiens, on était presque sur les niveaux du RSI. Ah, c'est vrai, c'est marrant. T'as vu? Ah, Alors, ouais. je vais terminer le Ouais, ouais. sondage. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore répondu, tant pis. Voilà. Déjà? Ça va vite. Je vous partage les résultats. Ouais, 69-31. On va justement reparler des 70-30 sur le RSI. Donc 70% a déjà l'utiliser et 30% donc ne pas l'utiliser. Je ferme le sondage. On va laisser les caméras pour l'instant à l'écran, Marc, puisqu'on ne partage pas de... On va juste partager la présentation. On enlèvera les caméras après lorsque l'on présentera les graphiques. Alors, le RSI, en quelques mots. Donc, on va parler de l'introduction sur le RSI, les origines, la définition, les 5 points clés selon son créateur Wilder, quelques points à noter, puis on fera également une conclusion. Et entre chaque
présentation entre chaque slide. On ira, je pense, également illustrer tout cela sur des graphiques temps réel sur la plateforme. Tu utilises ProRealTime ce soir, Marc? Oui, tout à fait, comme Ok. d'habitude. Je rappelle que ProRealTime est également disponible chez IG sur la plateforme de négociation. Mais le RSI, bien sûr, vous le retrouvez sur en général l'ensemble des plateformes de trading, notamment toutes celles qu'on propose, que ce soit la plateforme IG, que ce soit également MT4, TradingView, ou encore, bien sûr, comme ce que va utiliser Marc ce soir, donc au travers donc de ProRealTime. Je te laisse la parole. Oui, très bien. Alors, rapidement, on a dit qu'on allait essayer de mettre un peu de rythme pour s'intéresser vraiment au principal. Donc, effectivement, les indicateurs, ce sont des outils qui viennent conforter, aider à des décisions. Il y a quelques personnes, mais moi je ne le conseille pas, qui font quasiment tout sur des indicateurs, plus sur des moyennes mobiles que sur un RSI. Mais le RSI est bien sûr un complément, ce n'est pas une prise de décision. Mais parfois, ça peut être un complément extrêmement intéressant, comme on le verra. Donc, voilà, bon, sinon, je pense que tu peux passer là. OK. Donc, c'est un outil qui est quand même qui fait partie de la littérature aujourd'hui des indicateurs, Oui. qui est pas mal utilisé. Toi, je sais que tu l'utilises pas mal dans ton trading ou dans ta prise de décision. C'est ce qu'on va voir justement. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait partie d'un des must-have en quelque sorte lorsque l'on fait de l'analyse. Alors, même si après, en fonction de chacun, parce que je vois dans le chat, quelqu'un me dit je préfère de loin le SMI au RSI. Donc là aussi, tout est une affaire d'interprétation ou de goût. Il n'y a pas d'obligation à utiliser le RSI. On parle rapidement des origines. Donc, Oui. RSI, c'est un acronyme, pour un acronyme anglais pour Relative Strength Index, l'indice de force relative en quelque sorte. Vas-y, je te laisse. Alors, il y a une petite erreur d'ailleurs dans le texte que j'ai relevé. Je ne l'ai pas corrigé. Il n'est pas né en 1930. Il est né, je crois, en 1934 ou 1935. Ah oui? Tu Ouais. es allé vérifier? Et il est mort en 1921. Donc, il n'y a pas très longtemps. En 1921? Ben, donc, je ne sais pas comment il a fait. Pardon, en 2021. En Franchement, 2021. Ouais, mais sinon, il serait mort ouais, ouais. Il avant est d'être mort né. avant d'être né, mais c'est bien, c'est original. Oui, alors oui, bah, effectivement, c'est comme tous les indicateurs où voilà, Bollinger a créé les bandes de Bollinger, Elliott a créé les vagues d'Elliott. Enfin voilà, donc là, effectivement, le RSI, on le doit à G. Wallace Wilder Jr. Ça claque. Donc oui, oui, bah, c'est quand même un indicateur qui date aussi de pas d'un siècle, mais au moins d'un demi-siècle en tout cas déjà. Donc c'est quand même à l'échelle à laquelle on se trouve, c'est pas anodin vu que maintenant on a énormément de moyens de calcul, etc. Avec l'IA, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir encore, mais ça reste un indicateur qui est quand même très utile. Alors justement, on indique ici, on gardera en tête que le RSI est un indicateur technique développé il y a plus de Mmh. 50 ans et Mmh. que à l'époque, les marchés boursiers étaient complètement différents de ce qu'on peut connaître Complètement. maintenant. Et donc, on va voir qu'au final, cet indicateur, malgré son âge, il est toujours pertinent aujourd'hui, malgré le contexte complètement différent sur les marchés. Tout à fait. La définition, en 2 mots, Marc? Alors, oui, alors pour faire simple, c'est effectivement un indicateur de force relative. Là, il y a la formule mathématique pour les vrais matheux, et puis parce que c'est bien de faire une présentation quasiment exhaustive. Mais globalement, c'est un indicateur qui va permettre de savoir si le marché arrive un peu en bout de course, commence à s'essouffler, notamment quand on sera éventuellement dans des zones de surachat où on se dit que voilà, les acheteurs commencent un tout petit peu à prendre des bénéfices, etc., etc. Et donc le marché pourrait éventuellement corriger. Inversement, quand il y a eu beaucoup de ventes et que les vendeurs commencent un petit peu à relâcher et puis qu'il y ait des rachats à bon compte, on peut être dans des zones de survente. Bon, ça on verra. Maintenant, il faut faire quand même attention parce que c'est pas toujours le cas. On peut être dans des marchés quand des marchés sont très puissants, le RSI peut rester longtemps en zone de surachat sans que les cours ne s'inversent. Mais tout ça, on verra. Donc, une mesure Et à donc, force ouais, relative. bon, je sais pas où on l'a dit où, mais c'est un oscillateur. Hein, voilà, c'est un oscillateur, c'est-à-dire que dans les indicateurs, la famille des oscillateurs, ce sont des indicateurs qui sont bornés entre 0 et 100. Ça aussi, c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'on se doute bien
que si tu prends une valeur, Christophe, je ne sais pas, je dirais Hermès, Johnson Johnson, Air Liquide, etc., qui monte quand même en ligne droite assez nette, comme le RSI est borné, il ne va pas pouvoir, lui, monter en ligne droite. Au bout d'un moment, justement, il sature quand il arrive autour des 70-80. C'est pour ça que parfois, sur certaines valeurs très fortes, il peut être suracheté sans pour autant que le titre ne faiblisse. Voilà. En soi, hein, si on devait résumer vraiment de façon extrêmement basique, le RSI, c'est donc un indicateur borné. Oui, Il est d'ailleurs pas sur le graphique des prix, hein. Il est séparé du graphique des prix. On va le voir, oui, on le retrouve souvent en dessous des prix. Et en soi, c'est quelque part un indice de surchauffe qui nous permet de savoir si la valeur elle est surachetée ou mmh. éventuellement survendue. Oui, par exemple. Ok. Ouais. Oui, si le marché est fort ou faible, voilà, et parfois s'il est en train de perdre de la force. Donc on verra, il y a plusieurs repères, la zone de surachat, la zone de survente, la bande de neutralité, et évidemment les divergences, mais ça on va le voir. Ok, alors le RSI, donc on va voir les cinq points clés. L'analyse du RSI est basée sur la constatation des divergences entre lui-même et les cours. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que comme on va le voir sur les divergences, il arrive que le RSI par exemple continue de faire des plus hauts alors que les cours commencent à faire des plus bas, ou inversement, et ça peut indiquer un retournement potentiel. Mais on verra comment passer de indiquer à concrétiser en fait. Ok. D'autres points sur cette slide, Marc? Bah, en fait, elle n'est pas terminée, il faut que Ah, faut que pardon, tu, ouais, voilà. Ouais, tu m'as demandé de faire des. Voilà. Donc, des animations. évidemment, comme tout ce qu'on voit en analyse technique tout le temps, c'est toujours symétrique à la hausse et à la baisse. Ça, parfois, les gens n'ont pas le réflexe de voir un rounding bottom par rapport à un rounding top, de voir les épaules, tête, épaules inversées, etc. Bon, comme le marché est quand même globalement haussier, en général, hein, de façon empirique, on a plus tendance à étudier les cas de hausse, mais voilà, ça fonctionne également dans la baisse, évidemment. Oui, disons que ça fonctionne dans les deux sens et ça fonctionne de la même manière et en effet de Oui, façon tout à fait. complètement symétrique, d'autant plus que là, comme on est sur un indicateur borné qui évolue entre 0 et 100, on ne peut pas aller sous 0 et on ne peut pas aller au-delà de 100. Euh, Ici, un point, alors je ne sais pas si tu veux prendre la main peut-être sur la présentation, Marc. Ah, non, 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 vas-y, non, non, Non. continue la présentation. Moi, Ok. je vais montrer des graphiques après. Enfin, comme tu veux, comme tu veux. Ok, non, alors on peut parler du point numéro un, donc le RSI Ouais. au-dessus de 70% ou en dessous des 30%. Oui, alors ça, c'est très basique. C'est vraiment, c'est très simple visuellement, etc. C'est ce qu'on appelle les zones de surachat et de survente. Bon. Donc là, sur le graphique, la façon, c'est moi de la façon dont je mets mon RSI. Donc, tu vois que dans les zones de surachat, on est sur du vert foncé. Dans les zones de survente, on va être sur du rouge plus foncé, bon, comme c'est indiqué avec les flèches, voilà. Et quand on est en ce que j'appelle en territoire positif, c'est-à-dire au-dessus de la bande de neutralité, je suis en vert clair, et en territoire négatif, je vais être en rouge clair. Voilà. Bon. Ça va être des repères qui vont nous aider après à voir comment utiliser le RSI. Pour les zones de surachat, de survente, j'allais dire c'est quelque chose de simple, vraiment. Bah, d'abord parce que tu le vois visuellement, hein, c'est pas compliqué. Tu as ton RSI sur ton graphique, tu le vois. Mais là où c'est simple, c'est qu'il suffit de le backtester, et ça peut se faire très facilement. Donc le backtester, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes un graphe et tu vois si à chaque fois qu'on est en zone de surachat, par exemple, on se retourne, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir faire confiance la prochaine fois qu'on sera en zone de surachat en se disant, bon, il y a des risques qu'on se retourne à la baisse, bien sûr. Inversement, tu vas regarder aussi toutes les phases de survente dans le passé et tu vas voir si, quand ton RSI est en survente, est-ce que tes cours se sont repris à la hausse. Dans ce cas-là, si tu vois que quasiment 9 fois sur 10, quand tu es en zone de surachat, ça baisse, bah, la prochaine fois que tu seras en zone de surachat, tu pourras te dire qu'il y a de gros risques que ça baisse. De la même manière pour les zones de survente. En revanche, si tu vois que, je sais pas, là, une fois sur deux, quand tu es en zone de surachat, les cours ne bougent pas, bah, tu pourras faire un peu attention et t'y fier un petit peu moins. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle backtester le RSI. C'est regarder dans les zones de surachat et de survente comment ils fonctionnent dans le passé pour pouvoir s'y fier bah, forcément, logiquement, dans le futur.
Alors, Marc, hein, il faut bien préciser, hein, ici, c'est ce qu'on a, la représentation, c'est pas la représentation des cours, c'est bien Oui, la là, c'est représentation oui, du RSI. oui, On a tout à fait. ici l'échelle. Bon, là, on ne va pas jusque 0, mais on pourrait dézoomer et aller de 0 jusque 100. Oui, Donc, l'indicateur évolue entre les deux. On a ici, en effet, cette borne de neutralité qui correspond donc à 50%, enfin, en tout oui, cas 50 sur le RSI, c'est-à-dire la moitié. Et oui, après, on a cette borne ici, borne haute à 70, la borne basse à 30. Mais oui. alors justement, ici sur ces niveaux, Hmm. on a 70 et 30, mais moi je vois aussi de temps en temps 20 et 80. Oui, oui, Est-ce que c'est pertinent ou pas? logiquement, puisque si tu veux être en zone de surachat, tu vas pas être sur les 70, sinon tu rentres pas dans la zone de surachat. Donc pour rentrer dans ta zone de surachat, il faut effectivement être à 75, 80. Bon, c'est rare que ça aille beaucoup plus haut, en tout cas plus haut. Bon, évidemment, ça ira jamais à 100, mais tu peux avoir sur certains actifs, par exemple, parfois sur le, je sais pas, sur le Bitcoin ou des trucs comme ça, tu peux avoir des zones de surachat qui vont très très haut, à 95, par exemple. Bon. Si tu veux que je te montre un exemple Je veux bien. voilà, bah là, on va regarder, bah justement, tu vois, je parlais du Bitcoin, on va regarder le Bitcoin. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont assez intéressées par cet actif. Oui, Et en même temps, c'est peut-être un bon exemple extrême, en quelque sorte, oui, sur la oui, variation des oui, cours vis-à-vis du RSI. tout à fait. Et ça reste aussi un actif à part et qu'on peut traiter facilement chez IG. Donc, c'est bien. Donc, oui, alors donc, je vais prendre l'écran. Oui, c'est pour ça peut-être que tu voulais que moi je prenne la présentation pour pas avoir à chaque fois à changer le partage d'écran, c'est Mais ça? vas-y, tu peux. J'imagine. Bon, ok, donc là, je t'ai mis le cours du Bitcoin en weekly, donc sur du long terme. D'accord. Et là, on va s'intéresser à une chose. On va regarder nos zones de surachat et de survente et on va mettre en application ce que j'ai dit à l'instant. Donc, on voit déjà, de facto, quand tu regardes ton RSI, tu vois quand même que le Bitcoin est beaucoup plus souvent en zone de surachat qu'en zone de survente et tu vois quand même qu'il est beaucoup plus souvent en territoire positif, vers du vert clair ici, qu'en territoire négatif, comme on peut le voir ici, sur du rose, enfin du rouge Ouais. pâle. D'accord. Bon, ça, c'est la première chose qu'on voit. Maintenant, on va backtester les zones de surachat. C'est-à-dire qu'avec ma souris, là, tu vois que j'ai grossi pour toi, là, ici, à chaque fois que je vais être en zone de surachat, je vais regarder le Bitcoin. Bon, là, tu vois qu'on est très largement suracheté. Regarde, je t'ai dit, on est à 99. Mm. Donc, c'est vraiment assez rare, mais sur le Bitcoin, forcément, vu la volatilité, tu vas avoir des écarts qui vont être assez forts. Donc là, on voit que, tu vois, le Bitcoin n'a pas forcément corrigé. Bon, on pas une petite correction ici. Bon. Après, quand tu arrives en zone de surachat là, en revanche, tu as une correction qui est un peu plus importante. Mais là, regarde ici, en l'occurrence, c'est un bon exemple. Voilà. Là, j'ai ma zone de surachat qui va quasiment de là à Ouais. là. Et tu vois bien que le Bitcoin n'a absolument pas faibli pendant toute cette période. C'est un bon exemple pour se dire que les zones de surachat sur le Bitcoin, le RSI bien sûr de Bitcoin, ne sont pas révélatrices. Pardon, parfois justement la mauvaise interprétation, puisque c'était un petit peu le sujet du webinaire, c'est que on pense connaître le RSI en se disant dès qu'on est en zone de surchauffe à l'achat, il Mmh. faut impérativement en vendre. On voit qu'ici, d'ailleurs, c'est pas du tout le cas, Mmh. puisqu'on sort de cette zone, on y revient à plusieurs reprises, et au final, le Bitcoin, lui, continue de monter. Tout à fait. Après, on va faire une deuxième chose, et ça aussi c'est important, et on va voir, c'est un très bon exemple, c'est qu'il ne faut pas penser que si le RSI ne marche pas en surachat, il ne marche pas forcément en survente. Il faut à chaque fois tester les deux côtés, parce que parfois il peut marcher nulle part, il peut marcher sur les deux, et puis parfois, on va voir ici par exemple, qu'il peut marcher d'un côté. Bon, de facto, le RSI a été le RSI du Bitcoin a été très rarement en zone de survente, mais on va voir ici ce qui se passe, et là ça va être intéressant. Donc, quand tu vas regarder à peu près les cercles que j'ai mis ici, on va regarder à peu près où se situent les cours à ce moment-là. Et tu vois, ici, on est arrivé sur la zone de survente pour la première fois. Et on voit bien qu'à partir de là, bon, comme tu le vois ici, là, avec ma souris, bah, les cours sont quand même repris une tendance haussière. Mm. D'accord. Et tu vois ici qu'à chaque fois que tu arrives sur ta zone de survente, tu as effectivement un élan haussier qui apparaît sur l'actif lui-même. À nouveau ici, bon, on n'y était pas complètement, mais tu vois qu'à l'échelle historique du RSI, on n'en est pas loin par rapport à ce qu'on est en général. Donc là, effectivement, tu as eu également une phase de hausse.
Ici, tu as à nouveau été survendu et paf, on était à peu près là et on a à nouveau une phase de hausse. Donc là, ça veut dire que tu peux te fier au RSI normalement, attention, quand tu es sur ces zones-là. Là où ça devient très intéressant, c'est que là, actuellement, voilà, parce qu'il y a des gens forcément qui sont voilà, intéressés par le Bitcoin, bah là, actuellement, on a testé cette zone de survente. La logique voudrait que on soit arrivé sur un point bas et que le Bitcoin reparte à la hausse. Ça ne veut pas dire que ça va forcément le faire, ça ne veut pas dire que c'est de la magie, ça ne veut pas dire que à chaque fois. Mais ce serait quand même surprenant que à chaque fois qu'on était en zone de survente, le Bitcoin se soit repris et que là, ce ne soit pas le cas. Alors attention, toutefois, il peut y avoir un petit décalage, comme ici par exemple, mais là, on commence déjà à être dans le décalage, puisqu'on était en zone de survente ici, là, on est arrivé là. Mais tu vois, par exemple, si je regarde ici, je suis arrivé dans ma zone de survente à ce niveau-là. Mm. Bon, mon rebond, il a eu lieu un peu plus tard. C'est-à-dire que j'ai quand même pris ici une dernière vague de baisse avant de rebondir. Mais toujours est-il que quand tu es dans ces zones-là, quand tu arrives dans ces zones-là, très souvent, tu vas trouver un point d'appui, donc un support sur ton Bitcoin, donc sur les cours du Bitcoin, pour repartir. Donc ici, on a vu un cas de figure intéressant à tous les niveaux. D'abord, on voit qu'en zone de surachat, bah, ça ne marche pas. Ce que je te disais, hein, quand tu es sur un actif très solide qui a une vraie tendance haussière assez forte, bah forcément, ton RSI il est borné. Donc, à bout d'un moment, si tes cours montent en permanence, ton RSI ne peut pas monter en permanence. Voilà. En revanche, sur les zones de survente, on est plus légitime. Et donc voilà, donc là on a backtesté le haut et le bas et on voit que ça marche d'un seul côté. Non content de ça, on a en plus un test récent sur la zone de survente qui nous fait peut-être penser que on pourrait repartir à la hausse sur le Bitcoin. Ok, donc là, on a vu dans l'exemple du Bitcoin, en effet, que sur des phénomènes haussiers, c'est plutôt difficile de l'interpréter. Enfin, en tout cas, même si on est en surchauffe, le marché continue à monter. En revanche, ça a l'air un peu plus, enfin un peu moins compliqué, en tout cas, lorsque l'on est en zone de surchauffe à la vente, avec l'anticipation d'un probable rebond. Alors, il y a des questions dans le chat. On me dit, c'est justement son très grand problème. Il peut en extra survente pendant des jours et les cours peuvent continuer à baisser. Ça ne veut rien dire de l'acheter quand il est en extra survente. Mhm. Alors, je ne sais pas C'est exactement ce que je si. viens de dire. Ouais. Et sinon, oui, ça on le sait, mais est-ce que vous avez une stratégie pour maîtriser le RSI ou c'est juste pour nous informer ce fait réel? Alors justement, je pense qu'on va avancer là dans la présentation. J'ai pas Euh, compris la question. voilà, est-ce qu'il y a une stratégie en soi pour intervenir avec le RSI? Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, il me semble, mais oui, j'ai énoncé un fait réel, mais j'ai énoncé comment s'en servir. Autrement dit, comme le dit Franck, on peut rester en zone de survente pendant un moment et les cours qui continuent de baisser. Et inversement, comme on l'a vu là sur le Bitcoin, on peut rester en zone de surachat et les cours continuent de monter. C'est pour ça qu'il faut effectivement faire le backtesting. C'est ça alors, maîtriser le RSI, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire en soi, mais l'utiliser de cette façon-là, oui, c'est une des façons. Donc l'un des 5 points de Wilder, c'est effectivement ça. Je pense Alors, qu'il faut effectivement qu'on avance parce que là, il nous reste quand même pas mal de choses à voir et il reste ouais. un peu plus d'une demi-heure. Alors Euh, justement, ouais, donc ça c'était le point numéro un, hein, sur l'interprétation des zones 70-30. On a, je vais le mettre à l'écran si tu veux, Marc. bah, comme tu veux, vas-y. Je vais partager mon écran. Donc on a ensuite, voilà, c'est ici. Donc le point numéro 2, c'est le RSI forme des figures de type chartiste. Ça veut dire Mhm. qu'on peut également interpréter des figures chartistes sur le RSI comme des figures chartistes sur la courbe des cours. Oui, oui, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, ça fait pas partie des points clés pour moi. Il y a vraiment trois aspects qui sont pour moi les plus importants sur les 5 points, qui sont celui qu'on a vu quand on verra la divergence et la borne de neutralité. Mais effectivement, on peut faire du chartisme sur le RSI à deux niveaux, comme on va le voir dans le point 2 et je crois le point 3. Donc ça veut dire que au lieu de regarder des configurations sur les cours eux-mêmes, tu peux les regarder sur le cours du RSI. Et je pense qu'il y a un exemple après graphique que je pourrais regarder aussi
en live si tu veux, mais ça parlera un peu plus. Voilà. Donc ça veut dire on peut également ajouter des indicateurs sur le RSI. Mhm. On peut par Attends, exemple ajouter… ouais. Oui, Essaye de mettre un coup la flèche à droite là, parce que je me demande s'il n'y a pas un truc qui va apparaître en dessous là, qui peut être. voilà. Ok, non, je pensais que c'était. Ok. Mais après cette slide, normalement, il y a un exemple concret, parce que moi, je préfère les exemples concrets. Euh, Alors c'est après le point numéro 3, il me semble. oui, oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, le point 2 et 3 sont relativement similaires. Ils ont une toute petite nuance. Voilà, cassure de résistance ou de support par le RSI. Mais globalement, ça reste quand même un peu du chartisme, si tu veux. C'est-à-dire que observer une droite de support et voir quand elle est cassée ou inversement sur une droite de résistance, ça reste du chartisme. C'est pour ça que pour moi, les points 2 et 3 sont similaires et qu'on va voir un exemple juste après qui va regrouper ces deux points. Voilà, on l'a ici à l'écran, hein. Voilà. Donc ici, tu vois que si on regarde le Brent avec le graphique que j'ai mis en bas là, je vais te laisser toi le montrer avec la souris. Donc tu vois au tout début là, voilà, tout à gauche, tu as ce qu'on appelle un wedge, un biseau de retournement. Donc c'est ce qu'on a en bleu là, hein. Ouais. Et là, on a deux éléments qui ont été intéressants. D'abord, effectivement, on était vraiment en zone de surachat. Et ensuite, on a cassé le wedge. Donc quand tu casses le wedge en chartisme, c'est un signal de retournement baissier. C'est le wedge, le biseau, est en fin de mouvement une figure de retournement. D'accord. En fin de mouvement, on appelle ça le biseau d'essoufflement, de retournement, comme on l'a ici. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, tu avais la zone de surachat et la cassure du biseau, mais qu'en l'occurrence, si tu regardes le graphique du Brent lui-même, au-dessus, avec le rond rouge que tu as au-dessus, tu n'avais aucune indication ici. D'accord. Tu n'avais pas de wedge, tu n'avais pas d'épaule tête épaule, tu n'avais rien pour savoir que ça pouvait éventuellement se retourner à la baisse et puis assez violemment. Donc le RSI, lui, t'a donné une indication que tu n'avais pas sur les cours. Ensuite, tu as à nouveau là-bas une forme de triangle. Voilà, c'est un triangle ascendant que tu as sur Ici. le RSI. Voilà, ici, tout à fait. Et tu as eu la cassure du triangle. Voilà, donc triangle ascendant, donc triangle figure de continuation. Donc tu es rentré dans ton triangle à la baisse avant de quand tu es sur ton RSI. Donc ton RSI était en train de baisser. Il est rentré dans son triangle et il est sorti du coup, comme c'est une figure de continuation, il est sorti à la baisse. De la même manière, quand tu regardes ton pétrole, tu vois qu'ici, tu as eu effectivement un signal de retournement baissier assez important qui a engendré une baisse effectivement très violente, comme on peut D'ailleurs, le voir. j'ai envie de dire ici, on a une confluence de trois événements. Si on regarde Oui, juste comme ça au niveau visuel, je en sais tout à effet, fait. on a cette cassure de wedge, on Oui. a le fait d'être en zone de surachat ici, mais je vois Tu vas également me sur ton parler du graphique croisement ici, des moyennes mobiles, je te oui, on connais. avait un croisement de moyenne mobile. Oui, tout à fait, qui est pile à ce niveau-là. Et si je l'avais dessiné, tu avais aussi une forme de petit biseau quand même sur le Brent, que tu aurais pu tracer une droite de support, une droite de résistance, et tu vois que la cassure de la droite de support a effectivement engendré un mouvement baissier important. Donc, ce qui montre en soi que c'est vrai qu'on peut prendre le RSI seul, mais c'est quand même plutôt intéressant de le combiner avec d'autres éléments, Oui, c'est ce que et j'ai dit. C'est notamment ici dans le cadre de l'analyse graphique, mais de l'analyse graphique donc directement sur les niveaux du RSI. tout à fait. Donc on a d'autres. Alors ici, c'est quoi? C'est pareil, même Alors oui, configuration. ici c'est plus. Voilà, tu vois, on avait le point 2 qui était les figures chartistes et le point 3 qui était les droites de support et de résistance. C'est pour ça que je dis que c'est un peu similaire. Là, tu as une droite de résistance sur ton RSI, d'accord, qui est matérialisée par plusieurs sommets qui sont. Voilà. Et là, à l'endroit où tu as mis ta souris là, tu as effectivement la cassure de cette droite de résistance haussière. Et si tu regardes le rond vert qui est au-dessus sur le Brent, effectivement, cette cassure haussière a engendré une accélération haussière sur le Brent. Même si pour autant, le Brent avait déjà commencé à monter, hein, en même temps d'ailleurs que le RSI. Mais la cassure ici du RSI, de la droite sur le RSI, a donné une indication supplémentaire que tu n'avais pas Dans les uniquement si tu cours. regardes les cours du Brent lui-même. Ok. Et on a la même chose ici à droite, tout à droite. Voilà. Et là, tout à l'heure, ah oui, alors là, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que, alors, c'est dommage que je n'ai pas tracé la droite sur le Brent également. Ici. Il faudrait que je le fasse, oui. Parce qu'il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que on a cassé, tu vois, si tu croises cette droite-là, on peut la voir même sans la voir vraiment. On a cassé la droite sur le Brent comme on a cassé sur le RSI. Ce qui était intéressant, c'est que si on regarde de plus près, on a cassé la droite du RSI avant
de casser celle qui était sur le Brent lui-même. Donc le RSI a donné un signal anticipé de mouvement haussier. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que l'analyse technique est censée englober quand même les informations globales. Enfin, englober les informations globales, c'est pas mal. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, ici, cette espèce de poussée violente du Brent était effectivement due à la crise géopolitique, etc., à la guerre en Iran. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Enfin, les gens me disent oui, mais comment vous faites avec l'analyse technique? En fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que qu'importe les raisons des mouvements que tu vas voir sur tes graphiques, tu lis ton graphique et tu fais ton étude technique indépendamment des raisons qui vont être derrière. Et là, on avait effectivement un signal haussier intéressant avec ce dépassement de cette oblique. Et le dépassement de cette oblique a correspondu par la suite. C'est pour ça que je te dis que le RSI était sorti en anticipation que les cours eux-mêmes, a correspondu effectivement à une situation géopolitique qui a favorisé ce mouvement. Alors, il y a plusieurs questions, hein. Je vois une question là. Quelles sont les deux moyennes mobiles? Les deux moyennes mobiles, vous les avez ici, hein, en haut à gauche sur l'écran. C'est la moyenne mobile simple 100 périodes et l'autre qui est en 200 périodes. On me Alors, pose en fait, également ça dépend de ton horizon de trading, hein, quand même, Christophe. Hein. Là, on est sur un graphique weekly. Ouais. Donc, je prends des moyennes mobiles un peu plus éloignées. Si tu fais du swing trading sur un graphique daily, tu peux prendre la 50 et la 20, par exemple. Mhm. Mais ça, enfin, moi, je t'ai dit, les moyennes mobiles, C'est c'est pas pas ton mon truc. gros dada. Après, ce que tu peux faire aussi, il y a des gens qui configurent, c'est-à-dire que tu peux voir une moyenne mobile qui va fonctionner sur un actif. Ça sera peut-être ta moyenne mobile à 20, à 30, à 35, j'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, tu la configures. Et par exemple, tu dis, bah voilà, je vais regarder la 100, la 200, la 50, la machin, etc. Et quand on voit une qui a l'air vraiment efficace, qui sert beaucoup de support ou de résistance, bah là, tu peux la laisser, par exemple. Bon, après, ça, c'est chacun voit. Ok. Qu'est-ce que. Euh, il y avait une autre question, c'est justement quelle est la meilleure. Alors, zone de temps, c'est plutôt l'unité de temps à suivre. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est l'unité de temps dont parle Eric ou si c'est la configuration de ton RSI. Parce que par défaut, ton RSI, tu vois, là, quand tu regardes mon RSI, là en bas, c'est 14 marqué à gauche, c'est périodes. marqué RSI 14. Donc, le RSI 14, c'est le RSI de base, par défaut, qu'on utilise. Après, tu peux effectivement prendre un RSI, bah, si tu veux être sur du plus court terme et voir des, pas un potentiel, mais si tu veux diminuer et passer à 9, par exemple, bah, tu vas avoir un RSI qui va être plus court terme. En gros, quand tu as un RSI 14, ça va prendre les 14 dernières unités de temps Période. et faire ta moyenne. D'accord? C'est-à-dire que quand tu es sur un graphique daily, le 14 va tenir compte des 14 derniers jours. Si tu es sur un graphique weekly, ça va tenir compte des 14 dernières semaines. Alors, justement, la question d'Eric, c'était plutôt sur les unités de temps. Mhm. Travailler sur le RSI, est-ce que c'est plus intéressant de le faire justement sur du weekly, sur du daily? Est-ce qu'on peut faire sur du 1 heure, pourquoi pas? Alors, Sur du 15 euh, minutes? moi je ne fais pas énormément d'intraday. Moi, je trouve qu'il est plus pertinent sur les unités de temps plus longues. Mais, encore une fois, ce que tu peux faire, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire entre guillemets, du backtesting. Tu peux regarder sur des unités différentes. Parfois, tu vas avoir un RSI, par exemple, on n'en a pas parlé tout à l'heure, qui va bien fonctionner sur du weekly, mais en daily, ça ne va pas donner grand-chose. Parfois, tu vas voir que sur je sais pas, du 30 minutes, bon, bah, c'est pas mal. Peut-être que sur du 15 minutes, ça ne sera pas bien, etc. En revanche, si tu vois qu'un RSI donne une indication à la fois sur du daily et du weekly, bah, là, ça peut conforter encore un peu plus ton sentiment. Parfois, tu vas peut-être avoir un RSI daily qui va être plutôt négatif et ton RSI weekly qui va être plutôt positif. Bon, là, tu feras attention en fonction de l'unité de temps que tu regardes et de l'unité de trading, voilà, du timing de trading qui t'intéresse. Ok, alors il y a Pierre, hein, qui pose la question sur du scalp en 5 minutes. Ah ouais, alors ça, je pense pas que sur du scalp, tu puisses t'en servir. Déjà, quand tu scalpes, ça dure très, tu vois, tu as des positions qui sont très très courtes. Je sais pas si ton RSI aura le temps de te donner des indications, mais c'est intéressant, hein, la question est intéressante dans le sens où moi je ne sais pas exactement. J'ai jamais testé sur du 5 minutes, mais ça serait intéressant de le voir et de le tester pour voir effectivement si. Bon, je suis en train de regarder un graphique là rapidement. Mais en soi, je pense que le RSI, on peut l'utiliser pour toutes les disciplines, hein, qu'on soit en scalp, en intraday, en day trading, en swing trading, en long terme.
C'est comme, je dirais, toutes les disciplines de l'analyse technique. On peut en général utiliser sur tout type de sous-jacent et sur toute unité de temps. Après, je pense qu'il y a un phénomène ou une période d'adaptation qui est nécessaire ou Oui, d'observation. alors, Euh, la différence quand même hein, sur ouais. du très court terme, surtout si tu fais du scalping, c'est que tu peux avoir des décalages entre ton RSI et, tes cours. Alors, quand tu es sur des grosses échelles, le décalage n'est pas très important. Mais imagine, tu es sur du 5 minutes. Tu vois, là, par exemple, j'avais un exemple, je regardais un exemple. Tu as ton RSI qui est survendu. D'accord et tu vois que quand il est survendu, très souvent, bah, c'est un signal de reprise haussière. Sauf que là, il a été survendu et que tes cours ont continué de baisser encore pendant, voilà, je sais pas combien de minutes, mais en tout Mm. cas pendant peut-être une heure, alors que toi, tu es en train de scalper sur du 5 minutes, bah là, tu peux te faire un peu avoir. Donc, il faut vraiment faire attention. Je pense que quand tu es sur du vraiment plus court terme, par définition, tu vas être plus souvent en zone de surachat et en zone de survente. Euh, Moi, je me méfierais un petit peu quand même. Bon, faut Ok. essayer hein, pour voir, c'est toujours ça. Pierre Hein. nous dit hein, qu'il l'a backtesté en 5 minutes avec divergence et a priori ça fonctionne. Eh ben, très bien. Si c'est Pas mal. surtout, alors peut-être qu'il a backtesté les divergences, peut-être que c'est pas les zones de surachat de survente. Là, ça pourrait être éventuellement plus légitime, mais j'ai Ou pas. tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend également du sous-jacent. Donc, Pierre, si vous Oui avez aussi. juste un petit message dans le chat pour nous dire sur quel sous-jacent vous faites donc du backtest 5 minutes avec divergence sur le RSI. Ça pourrait être intéressant de le partager avec nos auditeurs de ce soir. Euh, on parle du point numéro 4. Donc, on a vu qu'on peut faire de l'analyse graphique. Enfin, on peut en tout cas faire de l'analyse avec des indicateurs également sur le RSI. Alors, Pierre nous répond, c'est sur CAC et Nasdaq. Je me doutais que c'était en effet sur Mhm. indice. Eh bien, on regardera. On regardera et avec Marc, on regardera également. Merci en tout cas pour votre retour, Pierre. On me dit qu'on n'a plus le son. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a plus de son? Marc, tu Ah, m'entends? moi, je m'entends, moi. Hein. Ok. Bon, a priori, c'est Fred qui n'a plus le son. Vous pouvez nous dire juste dans le chat si vous avez le son. Ah bah tout a l'air OK. Merci. Merci Émilie pour votre retour. Bon bah parfait. Merci, merci. Merci à tous. La communauté est réactive ce soir. Merci. On passe au point suivant, Marc. Oui, tout à fait. Point numéro 4. Donc le repérage des tendances en fonction de la borne de neutralité. Donc cette fameuse borne qui est sur le niveau de 50. Donc elle peut s'avérer très utile pour détecter les tendances et des changements de tendance. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire un petit peu plus en oui, dessous et au-dessus? oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant après, sinon je le mettrai à l'écran. Donc le RSI, on l'a vu, il a une borne de surachat à 70, une borne de survente à 30, et il a la borne de neutralité, c'est-à-dire sur les 50. Euh, Wilder disait qu'en général, quand tu étais autour des 50, tu étais dans un marché dans lequel tu avais un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, plus ou moins. Quand tu es au-dessus des 50, tu es censé, je dis bien tu es censé être en territoire positif, c'est-à-dire être plutôt dans une tendance qui devrait être haussière. Et quand tu es en dessous de la zone des 50, inversement, tu vas être en territoire négatif et être éventuellement dans une situation où tu vas être dans une tendance baissière. Encore une fois, comme tout ce qu'on voit là ensemble, backtester. Backtester, ça veut dire tu regardes ton graphique, tu regardes quand ton RSI est au-dessus de la borne de neutralité, tu dis est-ce que mes cours sont plutôt dans une phase haussière et réciproquement sur le territoire négatif. Je pense que là, vraiment, le plus parlant, c'est de voir le graphique que j'ai mis juste après. Il me semble hein, que c'est. Voilà. Donc là, c'est quand même assez parlant et c'est visuel. Donc, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est que j'ai indiqué en bas par des cadres sur le RSI, des encadrés, donc des rectangles, bon, on les voit peut-être un peu moins bien que ceux du haut, les moments où le RSI est en territoire positif. Et en parallèle, j'ai entouré les mêmes périodes sur l'euro-dollar lui-même, pardon. Et donc, on voit à chaque fois que quasiment, quand tu regardes ton premier rectangle ici à gauche, bon, tu vois que pendant toute cette durée, le RSI était en territoire positif et tu vois que tes cours ont nettement monté. Après, tu es passé en territoire négatif. Donc, quand je dis passer en territoire, c'est vraiment franchir ta borne de neutralité. Hein. Là, on voit qu'il y a vraiment une alternance, comme on l'a eu d'ailleurs sur l'euro-dollar. Et tu vois ici, effectivement, que tu es passé en territoire négatif. Et donc, ça correspond au rectangle rouge au-dessus, durant lequel tu vois que l'euro-dollar a plutôt baissé. Alors, attention, hein, ce n'est pas du 100%, mais quand même, c'est une indication qui est quand même
assez utile dans certains cas de figure. Et là, en l'occurrence, sur de l'euro-dollar en weekly, bah, on voit que ça fonctionne bien. Autrement dit, tu vois qu'à chaque fois que tu es en territoire positif sur le RSI, quasiment, ça correspond à une phase haussière de tes cours. Et inversement, quand tu es en territoire négatif, bah, de la même manière, ça correspond souvent à une zone à un moment où ton eurodollar va être positif. Est-ce qu'on peut mixer ce point, donc le point numéro 4, avec les points qu'on a vus précédemment sur l'analyse graphique? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut utiliser les deux en même Alors, temps? tu parles de quoi Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, un wedge, pardon, qui est franchi dans une zone. Oui, Alors, alors, si c'est bien dans sûr. une zone négative, De toute façon, dans tout ce que tu fais en analyse technique, si tu cumules différents facteurs et que les différents facteurs te donnent la même indication, bah, tu vas augmenter ta probabilité d'avoir raison. ok, Là, ici, ce qui est assez intéressant, c'est de voir vraiment comment cette espèce voilà, de de zone en quelque sorte. voilà, de coupure de zone de positive et négative sur le RSI a vraiment quasiment tout le temps indiqué l'évolution des cours de l'euro-dollar. Tu vois d'ailleurs que le petit encadré, enfin, tu vois l'endroit où tu as un trou en bleu là sur le graphique de l'euro-dollar, bah, ça correspond à un moment où ton RSI était plutôt tourné plutôt autour de ta borne de neutralité sans vraiment choisir un camp. Donc, et ça correspond à un moment où l'eurodoll était effectivement également de façon plus ou moins plat, flat. Voilà. Donc ici, par exemple, c'est un exemple où tu peux utiliser ce point-là, donc le point numéro 4, qui te dit d'étudier l'emplacement de ton RSI, territoire positif au-dessus des 50 ou négatif en dessous des 50, et voir si dans ces moments-là, effectivement, tu es plutôt dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Si tu vois encore que par le passé, ça a l'air de fonctionner, bah, ça veut dire que légitimement, dans le Ok. futur, ça devrait continuer aussi de fonctionner très souvent. Mais ça veut dire à l'inverse, imaginons, hein, j'ai un Mmh. signal, je suis les moyennes mobiles, j'ai un signal haussier, mais dans un territoire négatif sur le RSI, ça veut dire qu'il faut que je sois prudent, parce que quelque part, je n'ai pas cette confluence de signaux. D'un côté, les moyennes mobiles me disent que ça va monter, et d'un autre côté, ce croisement se fait en zone négative, Ouais, donc alors, ça ne quand tu m'encourage pas as des forcément à indications, prendre un achat. quand tu Pardon? des indications contraires, c'est vrai que dans ces cas-là, il faut rester plus prudent. Maintenant, en l'occurrence, sur ce que tu me dis comme exemple, bah, là, il suffit de regarder aussi, tu vois, là, tes moyennes mobiles, tes croisements de moyennes mobiles, en l'occurrence, sur l'eurodoll, elles sont pas extrêmement efficaces, hein. Mm. Tu vois qu'on a plusieurs croisements qui ne correspondent pas à des retournements. Bon, bah, là, pour le coup, il vaut largement mieux regarder le RSI que de venir s'embrouiller la tête parce qu'on a un croisement de moyenne mobile. Ok. Si en revanche tes croisements correspondaient vraiment à des retournements, oui, je te dirais bah, pourquoi pas. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Ok. On passe au point numéro 5. Absolument. Comme ça, il nous reste un quart d'heure, c'est très bien. Et ça, je vais te montrer un exemple en live, hein. C'est mieux que de le regarder sur Ok. le. Donc les divergences sur le RSI. Donc les Oui, divergences du RSI apparaissent lorsque l'évolution du prix n'est plus confirmée par le momentum. En effet, je pense que c'est plus là, ça mérite une explication très visuelle sur oui, le graphique entre oui. divergence baissière et divergence haussière. C'est d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Nos clients en parlent assez régulièrement, des divergences Oui, sur le je RSI. pense. Oui, tu vois, je sais plus son prénom, c'était Paul, Pierre ou Franck, je ne me souviens pas. Mais qui nous dit. Ah non, c'était Pierre, qui nous disait qu'il utilisait surtout les divergences. Bon, ça fait partie, effectivement, les divergences, d'un élément clé du RSI. Et je vais expliquer ce que c'est et je vais montrer également ce que c'est. Alors, j'ai vu passer très rapidement quelqu'un qui a parlé du CRSI. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps de regarder tout ça aujourd'hui, mais c'est effectivement quelque chose de très pertinent. Donc, on va dire que c'est un RSI élaboré, un peu amélioré, entre guillemets, par Larry Connors, je pense, qui était un trader anglais. Et le C de CRSI correspond au Connors CRSI. Bon, voilà, donc on n'a pas le temps de le regarder là. Mais regardons les divergences. Mais effectivement, c'est très pertinent si c'était la question. Donc, c'est quoi une divergence? Voilà, une divergence, c'est un moment, on va le voir, où ton RSI, par exemple, commence à faire des plus hauts alors que ton sous-jacent continue de faire des plus bas. Donc là, c'est ce qui manifeste une divergence haussière. Inversement, quand tes cours, eux, continuent de faire des plus hauts et que ton RSI commence à faire des plus bas, ça peut manifester une divergence baissière. On entendra souvent le terme de dire, voilà, il y a une divergence haussière apparente,
qui n'est pas encore validé. Donc parfois, tu peux avoir un début de divergence, mais qui n'est pas encore validé. Il faut vraiment avoir la validation pour que ça engendre un retournement. En tout cas, pour que théoriquement, le retournement ait lieu au moment de la validation. On va voir comment le valider. C'est arrivé évidemment d'avoir des divergences baissières sur un Nasdaq qui ne s'est jamais retourné, mais c'était des apparences la plupart du temps de divergence. Donc, si tu veux, je vais prendre la main pour te montrer cet Vas-y. exemple-là. Je pense qu'en effet, c'est bien d'illustrer ce phénomène de divergence par un exemple très, très concret. On avait, en attendant, hein, il y a une question dans le chat, c'est pour détecter un marché plat, le RSI autour de la borne de neutralité est-il un indicateur de premier choix ou y a-t-il d'autres indicateurs? Alors, moi, de mon côté, alors moi, je suis pas analyste, hein, mais Ouais. je touche un peu au marché. Moi, enfin, de mon côté, je pense que le fait de tracer des supports et des résistances, c'est pas mal aussi dans un marché qui tourne autour de la borne de neutralité. Dis-moi ce que tu en penses, Marc. Oui, 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 tout à fait. Alors, en fait, pour mesurer la platitude, c'est ça, en fait, Ouais. quand est-ce qu'on peut avoir des indications de voir que le marché est Qu'on a un en marché veine. plat, en effet, sans tendance en quelque sorte. Le RSI peut évidemment, enfin évidemment, peut de temps en temps effectivement donner ce sentiment. D'ailleurs, c'est la façon dont il est construit qui est censé, comme je te disais au début, Wilder disait que quand tu es autour des 50, normalement, tu es dans un marché qui est plutôt plat. Mm. Euh, mais encore une fois, si tu veux, je ne maîtrise pas tous les indicateurs, hein. Je les connais plus ou moins parce que forcément, j'ai fait des diplômes d'analyse technique, etc. Mais ce qui te fait maîtriser quel que soit ce que tu regardes en analyse technique, c'est la pratique. Donc, si j'avais pratiqué le stochastique depuis que je faisais l'analyse technique, je finirais par te dire, bah voilà, je connais le stochastique, je sais comment il fonctionne. Moi, c'est le RSI, le seul indicateur que je regarde véritablement, c'est le RSI. Alors vas-y, Marc, hein, je te laisse Oui, partager ton écran. oui. Alors, donc là, on va regarder cet exemple qu'on a sur la slide, mais on va la regarder en dynamique, parce que c'est plus intéressant. Et on va partir from scratch, c'est-à-dire que on va regarder notre graphique. Voilà, et on va dire on n'a rien sur le graphique. Donc là, c'est le graphique du CAC, pour ceux qui l'ont reconnu, sur du long terme. Et on va s'intéresser à deux périodes que tous les investisseurs connaissent, en tout cas ceux qui ont un certain âge, puisque là, on était dans les années 2000. Voilà. Donc là, on va s'intéresser à cette période où, tu vois, on était dans le premier crack des années 2000, ici. Donc tu vois qu'à partir de là, Le le temps de CAC la s'est bulle effondré. Internet. Voilà, la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet, donc la crise du dot-com, comme on l'a appelé, le 11 septembre qui est intervenu aussi quelque part par là, etc. Donc tu vois qu'on était vraiment dans une tendance baissière, donc dans un crack, en fait, en gros. Et puis il faut aussi savoir que moi, par exemple, j'ai commencé à travailler à peu près dans les années 2000. Bon. Il faut savoir que avant, la bourse avait énormément le vent en poupe. Il y a une génération d'investisseurs qui sont peut-être juste au-dessus de la nôtre qui pensaient que la bourse était la panacée et que voilà, il suffisait d'acheter, de revendre tranquillement. Bon, et à Les partir des boomers. années 2000, ils ont fini par comprendre que c'était plus vraiment le cas. Ok, donc maintenant, on va regarder ici, on va regarder ce qu'on appelle la divergence et comment se servir de la divergence. Là, j'ai quand même tracé le wedge, donc le biseau de retournement, et on voit que la cassure du biseau a effectivement indiqué une accélération baissière. Évidemment, ici, tu ne pouvais pas te douter qu'on allait arriver là. Mm. Voilà. Tu pouvais te douter qu'il allait avoir une accélération baissière qui devait revenir à peu près théoriquement dans ces eaux-là, mais par la suite, on voit que ça s'est cassé. Maintenant, on va regarder notre RSI en même temps, voilà, qu'on va regarder notre CAC. Et on va voir quelque chose. Alors, je ne sais pas, tu me donnes une minute, hein, si ce n'est pas plus pertinent de le regarder sur du weekly ou si c'est mieux de le regarder sur du daily. Bon, je pense que sur du weekly, ça sera un peu plus pertinent. Enfin, c'est pareil, hein, si tu veux, mais ça sera visuellement plus intéressant. Donc, je vais le regarder, je vais le mettre sur du weekly et on va le regarder ensemble exactement de la même manière. Voilà. Donc, je vais revenir sur la même période, donc la période de la crise de 2000. Je vais effacer tout ça ici. Voilà, comme ça, on part de rien. Voilà, donc je reviens, je rezoome sur cette période-là et on va regarder maintenant l'évolution du cours du CAC et l'évolution du RSI pendant la même période. Donc ici, tu vois que ton CAC était en pleine phase baissière, d'accord?
Et que forcément, quand tu es dans des marchés comme ça, bah, la question que tu te poses tout le temps, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de baisser, quoi. Okay, parce qu'effectivement, tu as des rebonds qui peuvent être relativement ici, un rebond intéressant, tu as un rebond très Mhm. violent ici, tu as un rebond aussi très conséquent ici. Donc à chaque fois que tu rebondis, là par exemple, bah, tu n'es pas encore tout de suite confiant de te dire, parce que là évidemment, après coup, on sait que le point bas était là et que ce rebond-là allait se transformer en reprise. Mais ici, tu pouvais te poser la question, ici, tu pouvais te la poser aussi, etc. Bon. Donc quels sont les moyens qu'on a d'envisager une reprise de la hausse après une baisse telle qu'on l'a là? On a plusieurs moyens, d'accord? On a par exemple, on a très bien pu se dire, ah bah voilà, moi j'ai quand même repéré une certaine droite de résistance par là, et tiens, ici, bah, j'ai un signal qui me dit que j'ai dépassé cette droite, peut-être que c'est un signal qui va être intéressant. Ok. Tu as quelqu'un qui va dire, ouais, bah, moi je regarde mes croisants de moyenne mobile. Bon, sauf que le type qui regarde ses croisants de moyenne mobile, pardon, lui, il va attendre quoi? Il va attendre d'arriver ici pour avoir un signal d'éventuelle reprise haussière. D'accord? Donc c'est quand même beaucoup plus tard. Ensuite, tu vas avoir peut-être quelqu'un qui va regarder mes fameux overlaps. D'accord? Donc ton dernier overlap ici, il se situe à peu près là. Voilà, et ton overlap a été dépassé ici. Très bien. Donc tu as quand même trois indications ici successives. Donc le dépassement de ta droite, le franchissement de ton overlap avec un petit pullback ici, et le croisement de tes moyennes mobiles. Bon, très bien. Maintenant, on va regarder le RSI. Donc on va regarder le RSI et on va regarder cette période de baisse du CAC. Donc qui a commencé à peu près ici sur ton RSI. Donc tu vois que ton RSI continue de baisser jusqu'à ce niveau-là sur le CAC. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? À partir de là, tu as voilà, ton CAC qui a continué de descendre, Mhm. d'accord, ici, pendant que ton RSI, lui, faisait quoi? Bah, ton RSI, lui, il se mettait à remonter. Donc là, tu as la manifestation d'une divergence haussière. Plus tu as des. Alors attention, hein, sur 2 points, il y a des gens qui regardent juste 2 points, c'est trop faible pour moi. C'est-à-dire que tu as 2 points bas sur le CAC et 2 points hauts sur le RSI, c'est pas assez. Mais à partir du moment où tu en as un troisième, ça devient intéressant. Et quand tu en as un quatrième, ça devient encore plus intéressant. D'accord? Donc là, ton RSI manifeste une divergence. Je dis manifeste pourquoi? Parce que comment tu valides une divergence sur un RSI? Wilder te dit que normalement, la théorie dit qu'il faut franchir ta borne de neutralité pour valider ta divergence. Si on était resté là en territoire négatif, on n'aurait pas pu valider la divergence d'un point de vue théorique. Du coup, où est-ce que tu as validé ta divergence? À peu près ici. D'accord? Tu vois que là, tu es vraiment passé. Bon, là, tu pourrais te dire, il y a des petites morsures, etc. Bon, Mhm. là, si, tu es vraiment passé au-dessus de ta borne de neutralité. Donc, la validation de la divergence sur le RSI, elle est apparue ici. Donc, globalement, ce qui est montré sur le slide de façon plus propre, mais que j'ai voulu montrer en dynamique, c'est que ici, tu avais tes moyennes mobiles, ici, tu avais ton overlap, ici, tu avais tes droites, et ici, tu avais ta divergence sur le RSI. Donc, finalement, des 4 points qui auraient pu t'indiquer une éventuelle reprise haussière, celui qui a été le mieux anticipé, c'est ta divergence, la validation de ta divergence sur ton RSI. Donc, Bon, ça, donc ça veut dire, Marc, ouais. par rapport aux autres indicateurs, on est quand même, je ne vais pas dire en avance, mais on est moins en retard que par rapport à une moyenne mobile, par exemple. Oui, alors ici, en l'occurrence, là, c'est un exemple que j'ai pris. Ça ne sera pas forcément toujours le cas, si tu Bien veux. sûr. Mais ici, en l'occurrence, effectivement, des 4 points que j'ai indiqués, et c'est volontairement que je l'ai fait, et quand tu reverras la slide, bon, c'est fait de façon très propre, avec 4 couleurs différentes, pour indiquer que dans ce cadre-là, ce qui est quand même pas rien, puisque tu étais quand même après un crack de 3 ans assez Mm. violent, où là, tu as ton RSI qui t'a quand même indiqué le fait de pouvoir repartir dans une tendance haussière éventuelle. Tu vois ici qu'en même temps, tu peux regarder ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre point, à savoir que de là à là, en fait, ton RSI, il est en territoire négatif. D'accord? Donc jusqu'ici. Et il est repassé en territoire positif ici en validant la divergence. Donc là, et tu vois que là, tu étais à nouveau dans une. Voilà, Alors, dans un RSI aussi. Oui. selon toi, Marc, Oui. parmi les 5 points qu'on a vus, quel est le plus pertinent? Bah justement, on en parlait tout à l'heure et je te disais que c'est souvent les divergences qui sont euh, alors, les plus pertinentes, oui, mais aussi les plus représentatives. Il y a sur la MACD, tu as les croisements de la ligne du Mm. MACD avec sa ligne de signal, etc., qui peuvent également manifester des indications de retournement. Mais c'est vrai que les divergences, ça reste assez intéressant. Après, je te l'ai dit, hein, ça va être aussi en fonction du backtesting que tu vas faire. Peut-être que parfois, tu vas voir que sur un certain actif,
bah, les zones de surachat sont très intéressantes, alors que les divergences n'ont pas fonctionné. De la même façon, les divergences, il faut les backtester. C'est-à-dire que tu regardes dans le passé, et si tu vois que quand tes cours divergent avec ton RSI, si tu as des retournements, bah là, tu te dis les divergences sont intéressantes. Inversement, si tu vois qu'il ne se passe rien, tu te mets à l'écart. Comme on a encore 5 minutes, je vais poursuivre sur le CAC et on va regarder maintenant la crise du subprime, tu vois, de la même manière, hein, un peu comme ce qu'on avait. Donc le crack ici, de là à là. Okay, donc là, de la même manière, on va essayer de s'intéresser aux signaux qu'on pouvait avoir éventuellement pour envisager une reprise haussière. Bon. Là, le croisement de tes moyennes mobiles, on va l'oublier hein, parce qu'on ne le voit même pas à l'écran. Je pense qu'il doit avoir une droite, mais je ne sais pas si la droite est très. Oups. Voilà, tu On vois, était en retard là, en une effet. droite par là, etc. Bon, maintenant, on va regarder notre RSI de la même manière. On regarde notre CAC, on voit que notre CAC baisse jusqu'ici, et à partir d'un moment qui se matérialise ici, tu as ton RSI qui va commencer à manifester une divergence. Tu vois, de là à là, tu as ton CAC qui baisse, et à nouveau, tu as 4 points, 4-5 points, et ton RSI, lui, qu'est-ce qu'il fait à partir de là, à partir de cet endroit-là, il commence à diverger. De la même manière, tu vas regarder la validation de ta divergence. Tu vois, là, je vais être honnête, c'est-à-dire que tu pourrais te dire qu'elle est là. Bon, elle est un peu mordue. En revanche, là, tu es validé. Donc, en gros, ici, à ce niveau-là à peu près, ton RSI t'a donné une indication de retournement possible. En tout cas, à partir de là, dans ce cercle, ton On RSI peut a anticiper. validé sa divergence haussière. Et on voit effectivement que ça a à nouveau fonctionné et que les deux fins de crise, qui c'était quand même des crises majeures, crack 2000, crack 2007, le RSI, les divergences de RSI sur le CAC ont donné un signal de reprise haussière après la première crise comme après la seconde. Donc je ne souhaite pas qu'on ait une nouvelle crise de la même ampleur, mais peut-être que si on en avait une et qu'on voulait savoir à partir de quand il fallait vraiment se mettre à acheter violemment, bah, peut-être qu'on pourrait se fier à une divergence sur le RSI, par exemple. Ok, je vais revenir sur la présentation, Marc. Oui. Pour clôturer cette session, il y a encore deux choses à voir. C'est notamment donc le à noter. On constate que le RSI donne de bien meilleurs résultats sur des valeurs de trading plutôt que des valeurs cycliques. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que tu vas avoir des valeurs cycliques qui vont être peut-être parfois un peu moins volatiles, mais ouais, en fait, là, ce qui est dit ici, c'est que quand on parle des valeurs évoluant selon les fondements de la société plutôt que selon les humeurs de marché, euh, le RSI fait également partie d'un indicateur de comportement de marché et donc de tension qu'il peut y avoir sur le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, il va être sensible aux humeurs, d'accord euh, pardon, il va être moins sensible aux humeurs que aux valeurs de ce qui va reposer sur les fondements de la société elle-même. Alors attention, parce que là, c'est dans le cas où tu travailles sur des actions, hein, qu'on soit bien ouais, d'accord. Donc, c'est effectivement quand tu travailles sur des actions, bah, en général, les gens qui font du trading savent la différence entre des valeurs qui sont plus des valeurs de trading que des valeurs cycliques. Mais dans ce cadre-là, mais moi, je me méfie de ces remarques-là parce que c'est tellement du cas par cas, si tu veux. En fait, vraiment, hein, parfois, il y a des gens qui disent que là, quand on a ci, ça devrait être plutôt ça, etc. C'est du cas par cas. Pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est pas de se dire je vais être sur tel ensemble, même pas de se dire je suis sur des matières premières. Hein. Peut-être que sur l'or, ça va très bien fonctionner et que sur l'argent, ça va pas fonctionner du tout. Peut-être que ça va marcher sur le Nasdaq, pas sur le S&P. Peut-être que ça va marcher sur le Brent, pas sur le WTI, etc. Bon, donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Tu regardes ton sous-jacent, tu regardes ton RSI, tu regardes ce qui s'est passé dans le passé et tu te dis, bon, bah voilà, dans le passé, ça fonctionne très bien, donc je vais avoir confiance dans le futur. Ou alors tu dis, bah non, dans le passé, ça déconne complètement, donc je ne vais pas faire attention à telle ou telle indication. juste pour terminer, en Oui. conclusion, le RSI donc, est un indicateur efficace, type oscillateur, qui permet au même titre que d'autres indicateurs de momentum de détecter, voire d'anticiper des changements de tendance. C'est ce qu'on a vu de surcroît. Son calcul par comparaison des écarts moyens des hausses par rapport aux baisses lui offre un mode de fonctionnement unique, ce qui est enfin un indicateur à part et utilisé sur un grand nombre, par un grand nombre, un Oui, grand nombre d'analystes. oui, oui. Je pense que c'est quand même l'indicateur le plus utilisé. Enfin, bon, J'allais les moyennes justement mobiles aussi, hein. Mais tout bon, à l'heure te poser la question, et notamment sur les divergences, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un petit phénomène d'autoréalisation? C'est ce que tu bah, indiques ici dans la conclusion, en effet.
toujours un phénomène autoréalisateur, c'est-à-dire que si toi tu l'as vu, des milliers d'autres personnes ont vu également le signal, et ce qui fait que ça a tendance parfois un petit peu à emmener le marché Oui, dans alors le ça, c'est très sens. bien expliqué par Elliott, par exemple, que l'analyse graphique est effectivement un reflet de la psychologie des intervenants de marché et que tout ça, ces mouvements, ces graphiques, ces cassures de niveau, oui, tu as raison, il y a deux choses. Il y a le fait que ça s'autoréalise parce que plus tu as des niveaux qui sont phares, clés, évidents, plus ces niveaux-là vont être surveillés par des gens et plus, effectivement, voilà, c'est pour ça que parfois, tu as des phénomènes comme la cassure des 2075 $ sur l'or, qui était vraiment la zone de résistance qui a duré des années, bah, quand on a pété, bah, d'un seul coup, tout le monde s'en est rendu compte. Et donc ça achète, puis quand ça achète, ça monte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les potentiels qu'il y a derrière, parce que l'or a foncé en ligne droite depuis. Voilà, le GBP USD est revenu sur son plus bas de 40 ans, mais vraiment pile. Et à ce moment-là, comme par magie, il s'est remis à rebondir. Bon, bah, tout le monde entendait, ah, on est sur les plus bas historiques, etc., etc. Et peut-être que les gens se sont dit, bon, bah voilà, je vais revenir à l'achat, et c'est ce qui s'est passé derrière. Eh bien, écoute, Marc, c'était super. Belle présentation, très claire. Ça a permis de mettre un peu de l'eau à notre moulin sur la compréhension du RSI. J'espère que cette présentation vous a également éclairé sur l'utilisation du RSI. Je vous ai mis à l'écran le 10 juin. On est présent à Paris pour un roadshow. Donc, si vous voulez rencontrer nos équipes et également Alexandre, notre analyste maison, vous pouvez vous inscrire. Donc, je vous ai mis à l'écran le QR code pour pouvoir accéder à l'invitation, mais vous la retrouvez également sur le site d'IG. Donc, c'est à Paris 17e, me semble-t-il, du côté de l'avenue de Wagram, la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, le 10 juin. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ce sera mardi pour une fois au lieu du mercredi. Pour un webinaire. On avait fait la semaine dernière un webinaire sur ProOrder, donc le trading automatique sur ProRealTime. Cette fois-ci, on va s'amuser, on va utiliser l'IA, on va utiliser Gemini pour nous générer un programme de trading automatique et voir si c'est pertinent ou pas. Je vous enverrai dans l'email de remerciement demain soir le lien pour vous inscrire à ce webinaire, donc qui aura lieu a priori, la date n'est pas encore définitive, mais qui aura lieu a priori mardi. Bien sûr, dès demain, le replay est disponible sur la chaîne YouTube d'IG. J'ai eu des demandes également sur l'envoi de la présentation, Marc, Oui, le support. oui. Ce que je vous propose, c'est soit de contacter Marc directement. Je vous Oui, ils remets peuvent m'envoyer un mail sur. à l'écran, voilà, je vais vous remettre ici, voilà, sur info@dtexpert.com. Ou éventuellement de le préciser également en commentaire de la vidéo qui sera disponible sur YouTube. Oui, enfin, qu'ils m'envoient un mail pour que je l'envoie le Oui, support. c'est plus simple en effet quand on envoie un email. Je rappelle également que tu proposes des contenus de formation, Oui. bien sûr en plus de ce que tu proposes et ce que tu partages chez IG, que tu as également des programmes que tu as Oui, développés donc j'ai pas mal d'informations. Bah là, j'ai vu dans notre webinaire qu'il y avait quelques personnes qui sont en train de suivre une formation avec moi sur Elliott, une formation assez dense et complète. Mais il y a effectivement plusieurs thèmes. Bah, il y a une formation sur le RSI, il y a des formations sur des figures de continuation, de retournement. Tout est expliqué sur le site. En sachant, attention, que les tarifs sont différents en distanciel, évidemment, qu'en présentiel. Euh, c'est logique. Voilà. Et tiens, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'événement que vous faites, tu sais que tu connais mon regard un peu sur l'IA. Donc moi, je vous propose de faire un nouvel événement après. Gemini contre Marc Daguerre, qui est plus fort entre l'humain et l'IA. Eh ben, écoute, Je défie ton intelligence artificielle en c'est live. c'est noté. Moi, j'ai un peu testé. C'est assez stupéfiant de voir à quel point l'IA aujourd'hui connaît le langage pro-real-time, le langage pro-order. C'est-à-dire que là, Ah oui, le langage, oui, ça c'est sûr. il nous fait un code. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais voilà, on s'amusera la semaine prochaine à tester en effet ce que nous donne Gemini sur des scénarios parfois improbables. Mais en effet, le pari est lancé, si tu veux, pour un prochain webinaire entre Marc Daguerre contre Gemini ou contre une autre IA. Hein. Oui, n'importe. Ou l'IA Marc Daguerre, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ce contenu de qualité une nouvelle fois.
Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre participation, vos questions également. Et puis, le webinaire continue de vivre à partir de demain. Donc, comme je vous disais, sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous pouvez contacter Marc directement par téléphone, par mail ou directement sur le site internet de DT Expert. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci Marc. À bientôt également. Et puis, Bah oui, merci à toi. bonne soirée. Au revoir.